35 minutes et on aura largement le temps des questions ensuite. Et puis, comme on vous l'a dit, il y aura une session de rattrapage de questions le 6 juin avec tous les panélistes et tous les orateurs. Et vous pouvez poser des questions, soit dans questions et réponses, soit dans discussion. Et Nathalie Capel, Karine Clément et moi-même, on pourra retranscrire vos questions à Nicolas Vénèche. Nicolas, tu as la parole. Merci beaucoup, Philippe. Merci pour cette invitation, hein. C'est vraiment un plaisir pour moi de revenir un petit peu dans la FHU à l'occasion de cette présentation et donc de vous parler j'espère que ça marche, de l'infection à C. difficile et en particulier de la transplantation de microbiote fécal dans cette indication. Donc, l'infection à Clostridium difficile, c'est d'abord un problème nosocomial et d'abord un problème post-antibiotique. C'est la première cause de colite bactérienne post-antibiothérapie, de loin devant les autres causes comme Klebsiella oxytoca ou les autres pathogènes digestifs. Et donc, c'est aujourd'hui un problème de santé publique avec une augmentation constante de son incidence. Ça, c'est chez les patients hospitalisés, donc en contexte nosocomial, mais également dans le contexte ce qu'on appelle communautaire, c'est-à-dire en dehors des soins, où on a une augmentation en France et dans le monde de cette infection assez difficile, avec pour près de 30% des cas, pas de facteur de risque évident, notamment pas de prise d'antibiotiques. Alors, qu'est-ce que c'est que le Clostridium difficile? Vous avez une petite photo d'identité à droite. C'est un bacille anaérobie gram-positif qui n'est pas invasif classiquement, qui est responsable de près d'un quart des diarrhées simples post-antibiotiques, avec en Europe plus de 120 000 cas et près de 4 000 décès par an. La pathogénicité de cette bactérie, elle est liée à la production de deux toxines, toxine A et ou toxine B, et elle a la particularité, cette bactérie, d'exister sous forme de spores inactives, c'est-à-dire c'est des éléments bactériens, des spores, qui vont être résistants à différentes perturbations de l'environnement ou aux antibiotiques et qui vont persister dans l'environnement déjà et être responsable notamment de transmission aéroportée de l'affection à Clostridium difficile, mais aussi au niveau des intestins et d'être un facteur de risque de récidive de la maladie. On va y revenir. L'infection à Clostridium difficile, elle est mise en évidence sur la base d'un test diagnostique qui va rechercher ces toxines, soit par PCR, soit par des tests immunoenzymatiques. Et il faut savoir que avoir C. difficile dans son tube digestif, c'est pas forcément ça n'a pas forcément pour conséquence d'être malade, puisqu'on a un portage sain qui est près de 5% pour les tout venants en dehors des contextes de soins et jusqu'à 30%, 30 à 40% à l'hôpital. Quand on a une infection assez difficile, la sévérité peut être variable. Ça va d'une simple diarrhée aqueuse à ce qu'on appelle la colite pseudomembraneuse. Vous avez une image ici avec cet aspect de pseudomembrane au niveau du côlon. C'est une vision endoscopique ici qui correspond à une destruction importante de la paroi épithéliale avec un infiltrat polynucléaire neutrophile abondant. Donc cette affection, elle a tout un spectre d'évolution clinique, de résolution spontanée à la nécessité de passage en réanimation. L'enjeu de cette pathologie, ce n'est pas tant forcément le traitement de la phase aiguë, mais le risque de récidive associé notamment à l'existence de spores et à l'existence de facteurs favorisants qui perdurent. Et on va en parler un petit peu. Le risque est estimé à peu près une chance sur 4, 25% après un premier épisode, et ça ne fait que qu'augmenter au fur et à mesure qu'on cumule les récidives. 45% de deuxième épisode et plus de 65% après au moins deux récurrences. Alors, comme je vous le disais, comment ça marche une infection assez difficile? On a une bactérie ici en vert qui va produire des toxines qui vont aller liser la paroi épithéliale, ce qui va entraîner un infiltrat inflammatoire avec des polynucléaires neutrophiles qui vont former ces pseudomembranes. Ce qui favorise l'expression de cette toxine et la multiplication de ces bacilles, c'est l'environnement. Et en particulier, dans l'environnement, il y a un facteur causal majeur qui est le microbiote intestinal, l'ensemble de ces bactéries et virus et parasites que l'on a au niveau du tractus digestif. Aujourd'hui, on sait que c'est le facteur protecteur principal de développer l'infection assez difficile, par différents mécanismes. Premier mécanisme, ça va être la stimulation de l'immunité de l'hôte, ou avoir des stimulus, des molécules antigéniques ou des molécules qui vont favoriser la réponse épithéliale pour se protéger d'une infection, va empêcher potentiellement ces difficile de se développer.
Deuxième type de signal que le microbiote va donner pour prévenir le développement d'une infection, c'est des signaux métaboliques, soit par la modification d'acides biliaires au niveau du côlon, la formation d'acides biliaires, ce qu'on appelle secondaire. Le foie produit des acides biliaires primaires qui ensuite vont être transformés par le microbiote en acides biliaires secondaires. Et ces acides biliaires secondaires vont avoir un effet inhibant de la sporulation et de la production de toxines de ces difficilés. On va également avoir la production d'acides gras à chaîne courte, c'est short chain fatty acids que vous avez ici, qui vont là aussi prévenir, diminuer la probabilité et le risque que ces difficilés sécrètent cette toxine. Et puis on va avoir un effet de peptide antimicrobien direct, où le microbiote, pour défendre sa niche écologique, va être capable aussi de produire des molécules qui vont venir cette fois-ci attaquer directement ces difficilés. Et puis, troisième niveau d'action et de protection du microbiote vis-à-vis de ces difficilés, c'est tout simplement une compétition dans l'utilisation des nutriments disponibles au niveau du tractus digestif, tout simplement. D'autres facteurs que les bactéries ici que j'ai mentionné en premier peuvent jouer sur ce développement de l'infection à cette difficilée, notamment les phages. Donc, les phages sont des virus qui sont spécifiques de bactéries, avec une spécificité assez forte jusqu'au niveau de la souche, et qui vont là aussi pouvoir effectivement avoir une action directe sur ces difficilés pour certains d'entre eux. Donc, différents niveaux de protection, différents niveaux de compétition qui permettent au microbiote intestinal, chez un sujet sain, de prévenir l'infection à ces difficilés, quand bien même on a des spores de ces difficilés dans notre tractus digestif. Et c'est ce qu'on retrouve quand on regarde les facteurs de risque d'infection assez difficilés. On trouve principalement des facteurs qui vont impacter l'écosystème digestif. Un premier facteur qui impacte fortement cet écosystème, c'est l'âge. Et le facteur de risque principal de la colite assez difficilée, c'est être âgé, avoir plus de 65 ans avec un risque multiplié par 10. On sait que le microbiote évolue avec notre âge, avec une augmentation, de manière un peu caricaturale mais exacte, une augmentation d'espèces potentiellement pathogéniques et une diminution des espèces potentiellement protectrices. Donc il y a cette immunosénescence, cette microbiosénescence avec l'âge de notre écosystème intestinal. Deuxième facteur qui va impacter fortement l'écosystème digestif, c'est l'hospitalisation pour différentes raisons, pour l'appauvrissement du microbiote associé à la prise de différents traitements, on va y revenir, et puis également le risque de transmission de spores de ces difficilés entre patients. Les traitements qui modifient le microbiote jouent un rôle majeur dans cette infection. Je vous ai parlé de la première cause de colite bactérienne post-antibiotique. Et donc, c'est ces antibiotiques qui vont aller détruire l'ensemble des bactéries commensales qui sont d'habitude là et qui peuvent avoir cet effet barrière. Et bien, ces antibiotiques, ils vont favoriser l'émergence de l'infection assez difficile. D'autres médicaments qui vont modifier l'équilibre physico-chimique et la flore digestive, comme les antiacides, vont favoriser également l'infection assez difficile. Et puis un dernier facteur qui cette fois-ci touche peut-être un peu moins directement le microbiote, c'est les facteurs modifiant l'immunité de l'hôte, où là, quand on va avoir une altération de la barrière épithéliale, on va aussi avoir une modification de l'écosystème local, que ce soit au niveau bactérien, au niveau de la perméabilité digestive. Et ça, c'est associé à également un surrisque de faire une infection assez difficile. Donc, on aura compris que l'infection assez difficile, aujourd'hui, on le conçoit comme essentiellement une maladie du microbiote. Si vous avez une représentation, vous voyez la part du microbiote dans la physiopathologie de différentes maladies. Cette part, elle n'est pas équivalente. On sait que ça joue un rôle important dans la colite assez difficile. Dans d'autres affections, c'est un peu moins le cas. Mais cette prépondérance du rôle du microbiote dans la colite assez difficile va donner envie peut-être d'aller cibler directement cette bactérie et ce microbiote à visée thérapeutique. Quand on veut faire ça, de quoi dispose-t-on aujourd'hui? On dispose de différents outils. On dispose des antibiotiques. Alors, le problème des antibiotiques, les deux principaux recommandés dans cette indication de colite assez difficile, c'est la fidaxomycine et la vancomycine. Le problème, c'est qu'il y a un effet aussi en dehors du C difficile. On va aussi cibler les autres bactéries et on ne va pas restaurer cette fonction barrière, cette fonction protectrice. On va entretenir la dysbiose au niveau local. Et on ne va pas cibler les spores. Donc, on entretient la dysbiose, on ne cible pas les spores, donc il y a quand même un risque de récidive. Les probiotiques, ça a été évalué. Aujourd'hui, on n'a pas de signaux pour dire qu'il y a un probiotique qui permet de prévenir la récidive ou qui permet on peut dire qu'il n'y a pas de probiotique qui, dans le contexte d'une infection active assez difficile, soit pleinement efficace pour assurer le traitement et la prévention de la récidive.
Les prébiotiques, ce sont des nutriments. Là, pour l'instant, on n'a pas de données. Et la phagothérapie, il y a des données expérimentales, mais pour l'instant, on est loin de la pratique. Mais si on veut rassembler un petit peu tout ça, on dispose aujourd'hui d'un outil qui s'appelle la transplantation de microbiote fécal, où on va avoir, je vais venir un peu plus en détail, un mélange issu des selles d'un donneur sain de ces différentes composantes que je vous ai décrites, probiotiques, molécules prébiotiques et potentiellement phages. Cette thérapeutique, c'est aujourd'hui le seul traitement qui permet le transfert d'un écosystème complet d'un tractus digestif d'un sujet sain à un sujet receveur, à un patient. Le principe, il est simple. On a un patient qui a un microbiote altéré. On prend les selles d'un donneur sain. Donc, donneur sain, ça veut dire un donneur qui est en bonne santé, qui a un examen clinique normal, qui a des tests biologiques normaux pour tous les pathogènes que l'on peut craindre comme transmissibles dans cette infection. Donc, essentiellement, on a des screenings extrêmement extensifs. On prend les selles de ce sujet, on fait une préparation spécifique qui est sous la direction d'une pharmacie avec une autorisation spéciale, et on l'administre au sein du tractus digestif du patient pour essayer de restaurer ce microbiote. L'administration, elle peut se faire essentiellement de 4 manières, par lavement, par sonde nasogastrique, par voie endoscopique ou par gélule. Aujourd'hui, dans l'infection assez difficile et récidivante, c'est le traitement le plus efficace. Le premier essai qui le démontre de manière forte, avec un fort niveau de preuve scientifique, c'est un essai qui est paru dans New England en 2013, donc il y a pile 10 ans, pour en faire l'anniversaire, où les auteurs ont testé de manière contrôlée randomisée, c'est-à-dire de manière comparative, en tirant au sort quel traitement devaient recevoir les patients, soit un traitement placebo, soit un traitement par transplantation de microbiote fécal, chez des gens qui avaient de multiples récidives. Et on voit que si on traitait par placebo et antibiotiques, on avait à peu près 30% de récidive. Et quand on traitait par antibiotiques et TMF, on avait, après une première instillation, 80% d'efficacité, et après une deuxième, plus de 90%. Ça a été le premier essai qui a lancé la transplantation microbiote fécale dans le soin et qui a validé l'indication de transplantation microbiote fécale pour l'ICD récidivante. Alors, on dispose également d'autres outils dans ce type d'infection récidivante. Mais aujourd'hui, les données sont claires et placent la transplantation de microbiote fécal comme le traitement le plus efficace. Quand on compare aux antibiotiques de deuxième génération antisédiques comme la daxomycine, à l'utilisation d'anticorps antitoxines ou à des stratégies d'administration d'antibiotiques alternatives. Et quand bien même on fait une comparaison dans des essais en comparaison immédiate, là, vous voyez bien l'efficacité majeure de la transplantation microbiote fécale avec cette barre bleue qui est l'ordre de 70 à 90% en fonction des paramètres évalués. Donc, ce qui a fait assez tôt, puisque les premières recommandations qui en parlent, c'est 2014, et elles sont renouvelées dans les dernières publications de la Société européenne et de la Société américaine d'infectiologie. Aujourd'hui, dans l'infection à clostridioïdes difficile et récidivante, donc on appelle récidivante au-delà de 2 récurrences, le traitement de première intention, FIRST, FMT, Fecal Microbiota Transplantation, la transplantation de microbiote fécal. Alors, une fois qu'on a dit que ça marchait, est-ce que ce traitement est sans risque? Alors, on a des données pour ça. La première donnée, c'est ici de l'essai dont je vous ai parlé. On voit qu'à ce moment-là, l'essentiel des effets secondaires, c'est des symptômes digestifs bénins, transitoires, limités dans le temps, moins de 48 heures. Alors, quand on a commencé à faire cette transplantation de microbiote fécal dans le soin, le nombre de transplantations de microbiote fécal a progressivement augmenté dans le monde et on a pu commencer à faire des études de plus en plus larges avec ce qu'on appelle des méta-analyses. Donc, on mélange plusieurs études pour essayer d'évaluer, de rechercher des effets secondaires qui seraient plus rares, mais sévères potentiellement. Et là, on voit que dans ce travail que je trouve assez visuel, on reste avec ces signaux très rassurants, avec comme principaux effets secondaires, quand on considère plus de 4000 patients, ces effets digestifs transitoires, avec de la diarrhée pour 10% des cas. Alors quand on administre à lavement, avoir des selles liquides dans les suites, c'est quelque chose qui paraît relativement raisonnable comme effet secondaire. Et puis, plus on va loin dans la rareté des effets, on peut avoir des complications, notamment des complications plus sévères dont je vais vous parler, comme une bactériémie ou des décès, mais qui restent dans la plupart des cas extrêmement anecdotiques et liés à des circonstances particulières. Je vais y revenir. Quand on s'intéresse à la sécurité d'un médicament, il faut qu'on considère
qu'il y a dans ce médicament et qu'est-ce qui pourrait être potentiellement toxique. Une des limites de la transplantation de microbiote fécal, c'est qu'on a une préparation qui est issue de sel, donc d'un élément variable dans le temps, qui dépend du donneur, de son mode de vie, de ce qu'il a mangé la veille, etc. Et d'un élément qui est difficilement caractérisable, y compris avec les meilleures méthodes d'analyse. Pourquoi? Parce que quand on veut analyser la composition du microbiote, on peut cibler les acides nucléiques, donc toutes les séquences d'ADN et d'ARN qu'on a dans notre échantillon, et puis on va les séquencer et on va essayer de coller ces bouts de séquences qu'on obtient sur des bibliothèques pour essayer d'identifier à quoi correspond cette telle ou telle séquence. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a presque 50% des séquences qu'on peut obtenir, on ne sait pas à quoi elles correspondent. On n'a aucun livre, aucune bibliothèque qui permet d'identifier la provenance, la fonction de cette séquence. Quand bien même on a une idée de ce que c'est que cette séquence et qu'on la rapporte à des gènes, la fonction de ces gènes n'est pas connue dans une grande proportion des cas. Et enfin, si on s'intéresse cette fois-ci non pas aux acides nucléiques, mais aux métabolites, c'est-à-dire les petites molécules qu'il y a dans notre échantillon, eh ben, il y en a 80 à 90%, on ne sait pas à quoi ça correspond. On peut les voir dans des spectromètres de masse, mais on ne saura pas dire ce que c'est comme molécule et encore moins ce qu'elle porte comme fonction. Donc on a une matière qui est variable dans le temps, on a une matière qui n'est pas caractérisable de manière complète, quand bien même on utilise les moyens les plus à jour d'analyse. Et donc, on a des risques potentiels associés à cette transplantation microbiote fécale. Je vous ai parlé du fait qu'elle était bien tolérée, qu'il y avait peu d'effets secondaires, mais on a des risques. Premier niveau de risque, c'est la transmission d'agents infectieux. Alors, on a un exemple dans la littérature de la transmission d'un agent infectieux qui était connu cette fois, notamment une bactérie multirésistante, dans les suites d'essais cliniques qui ont été faits avec des échantillons d'un donneur pour lequel cette bactérie multirésistante n'avait pas été testée. Un défaut de réglementation aux États-Unis faisait que ce n'était pas obligatoire à ce moment-là. Et donc, il y a des donneurs qui ont été inclus dans cet essai sans avoir ce screening préalable. Et chez des patients immunodéprimés avec une muqueuse altérée, il y a eu 2 infections sévères pour lesquelles les auteurs ont montré que c'était bien la bactérie du donneur qui a été transmise au receveur, avec des infections bactériemiantes, c'est-à-dire le passage de cette bactérie dans le sang. Et parmi ces 2 patients, il y en a un qui est décédé de cette infection. Alors, c'est l'exemple qui illustre ce risque infectieux. Après, pour ce qui est de ce risque lié aux bactéries multirésistantes, en France, on n'aurait jamais pu avoir ce type d'effet parce que depuis le moment où la transplantation microbiote fécale s'est structurée, les critères de dépistage qu'on suit, notamment avec le groupe français de transplantation fécale, faisaient rechercher systématiquement cette bactérie. Mais bon, ça illustre le fait qu'on transfère une matière vivante. Cette matière vivante, elle comporte des risques. On a parlé des bactéries qui étaient connues. On peut se poser aussi la question de pathogènes non connus. Avec l'émergence du Covid, on a vu que on a compris de nouveau combien la microbiologie est un monde vivant et qui s'adapte et qui développe de nouveaux micro-organismes potentiellement pathogènes. On ne peut pas rechercher une bactérie qu'on ne connaît pas, donc il y a ce risque aussi de transmission de pathogènes non connus. Alors, on prend des donneurs sains, etc. Donc on suppose qu'il n'y a pas tout ça, mais ce risque, et on ne peut pas le rendre complètement nul. Deuxième type de risque, la transmission de maladies non infectieuses. C'est un risque beaucoup plus théorique. Si on considère que le microbiote intestinal joue un rôle important dans la physiologie humaine, dans la prédisposition à un certain nombre de maladies non infectieuses, les maladies inflammatoires, le cancer, le syndrome métabolique. Alors, est-ce qu'il est possible que par la transplantation microbiote fécale, on transfère un microbiote défavorable avec un potentiel de pathogénicité qui pourra s'exprimer potentiellement plus tard? La réponse, on ne l'a pas aujourd'hui. On ne l'a pas parce qu'on ne dispose pas d'études sur 50 ans qui ont suivi la paire de donneurs-receveurs. On a actuellement, au niveau national, porté par l'hôpital Saint-Antoine, une étude, un observatoire qui regarde de manière prospective sur plusieurs années le donneur et le receveur pour chaque transplantation fécale faite. Mais cette étude, on est en cours d'inclusion et on n'a pas le recul aujourd'hui sur des années. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que en théorie, il serait possible d'avoir ce transfert
de propriétés physiopathologiques du microbiote par la transplantation de microbiote fécal. Et on a un exemple dans la littérature, qui est un exemple indirect, où les auteurs s'étaient posé la question de savoir si en transférant le microbiote d'un patient obèse chez un patient obèse, enfin, avec un syndrome métabolique, versus le transfert de sel et de microbiote d'un donneur opéré d'un bypass avec une résolution du syndrome métabolique, on pouvait transférer cette caractéristique physiopathologique qu'est le syndrome métabolique, et notamment l'insulinorésistance. Est-ce que cette étude, qui a un certain nombre de biais pour lesquels on pourrait discuter, mais avait illustré, c'était que quand on transférait les selles d'un donneur avec un syndrome métabolique chez un autre patient obèse avec un syndrome métabolique, en comparaison à un transfert de sujet bypass avec donc résolution de ce syndrome métabolique, on avait aussi une diminution de la sensibilité à l'insuline. En gros, que la conclusion, c'était que potentiellement la fonction délétère du microbiote du patient obèse transféré chez l'autre patient obèse avec syndrome métabolique transférait une diminution de la sensibilité à l'insuline. Donc c'est un exemple théorique et qui est rendu pratique de transmission de potentialité non infectieuse par la transplantation fécale. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, la transplantation de microbiote fécal, ce n'est pas un médicament anodin. Ce n'est pas un médicament qu'on peut faire dans son garage ou juste en ayant des gens de confiance à qui, dans un circuit qu'on croit maîtriser. C'est un protocole qui est extrêmement bien caractérisé, qui se fait dans le cadre d'une pharmacie agréée, sous la responsabilité du pharmacien et du médecin prescripteur, et selon les règles dictées par l'ANSM, avec donc une sélection stricte du donneur sur la base de dépistage biologique et d'examen clinique, des processus de préparation en pharmacie qui sont extrêmement bien codifiés, une surveillance lors de l'administration pour éviter les éventuels effets secondaires et les quelques effets rares, notamment les potentiels effets infectieux. Et aujourd'hui, les spécialistes et les professionnels impliqués dans la transplantation de microbiote fécal se sont structurés en un groupe qui existe maintenant depuis presque 10 ans, qui est le groupe français de transplantation fécale, qui a vocation à développer l'activité, l'encadrer et augmenter notre niveau de connaissance aussi sur ce type de pratique. Alors, d'un point de vue très pragmatique, comment ça se passe? Pour la constitution de la banque de selles, on va sélectionner des donneurs. Je vous ai dit que c'était compliqué d'avoir un donneur sain. Effectivement, on est, après déjà un premier filtre de bon sens, on est entre 10 à 20% des donneurs testés qui vont être retenus. Les donneurs vont donner leur sang, vont donner leur sel, et si l'ensemble de ce screening est favorable, on va pouvoir utiliser les selles pour faire une préparation, un transplant fécal. Cette préparation va être ensuite stockée à moins 80 ou à moins 20 en fonction des pharmacies, pour constituer une banque de selles qui sera libérable si l'indication est confirmée. Les différents centres et unités de préparation disponibles sont notamment listés sur le site du GFTF, du groupe français de transplantation fécale, ici noté. Une fois que l'indication est validée, le patient va recevoir cette transplantation de microbiote fécal, soit dans le cadre d'une hospitalisation conventionnelle, soit en ambulatoire, en hôpital de jour, selon les modalités dont je vous ai parlé, soit en gélule, soit en lavement, soit par sonde nasogastrique, soit par endoscopie. Il n'y a pas une modalité meilleure qu'une autre. Chaque modalité d'administration a ses avantages et ses inconvénients. On pourrait croire intuitivement que les gélules, c'est super et ça règle tous les problèmes. En fait, non, parce que quand on prend des gélules, on a une masse fécale qui est souvent un peu plus faible. Donc, en fonction des indications, en fonction du contexte, on peut avoir plus ou moins d'intérêt pour telle ou telle modalité. Pour le clinicien, en pratique, comment ça se passe? C'est dans l'autre sens. On a le diagnostic d'infection à C. difficile et récidivante confirmée, c'est-à-dire au moins 2 récidives, sachant qu'une infection confirmée, c'est 2 choses. Un contexte clinique évoqué, principalement la diarrhée, avec plus de 3 selles liquides par jour, et une recherche de toxicité. Une fois qu'on a ce contexte récidivant, c'est-à-dire donc au moins 2 récidives, 3e épisode, 2 récidives, on commence comme d'habitude le traitement anti-C difficile.
On contacte un centre de TMF régional. Vous avez la liste ici avec les contacts sur le site internet. Et puis, ce centre va valider avec vous l'indication et les modalités de réalisation de la TMF pour la réaliser. Alors, quelles sont les perspectives de ce traitement aujourd'hui? Premier type de perspective, il y a ce premier essai qui a essayé de chercher à évaluer si ça pouvait être intéressant de faire la transplantation microbiote fécale, non pas juste sur les formes multirécidivantes, mais un peu plus tôt dans l'histoire de cette infection acide difficile dès le premier ou deuxième épisode. Si on considère que c'est une maladie du microbiote, pourquoi attendre le troisième épisode pour le cibler? Dans cet essai, qui est un essai de faible effectif, hein, vous voyez 21 patients par bras, il y avait un signal assez fort pour suggérer que dès la première ou la deuxième épisode d'ICD, on avait un intérêt avec là une résolution de l'infection chez près de 90% des patients versus placebo. Alors placebo, c'était un traitement antibiotique par vancomycine. Donc, pourquoi pas le faire un peu plus tôt dans l'histoire de la maladie assez difficile, mais on a besoin d'essais un peu plus ample effectif, avec aussi potentiellement des populations qui sont un peu plus variées. On pourra en discuter certains biais liés au recrutement même de la population de cet essai, mais un signal intéressant à creuser. La transplantation de microbiote fécal, aujourd'hui, c'est un traitement qui a le vent en poupe. On a plus de 400 essais qui sont en cours dans différentes autres indications que l'infection assez difficile, et notamment dans les maladies inflammatoires, en oncohématologie. Alors, ce n'est pas le cœur du propos, mais c'est pour vous dire un petit peu les perspectives qu'on a dans le développement de ce traitement. Un premier exemple d'une de ces perspectives qui est assez proche de la pratique clinique, c'est la transplantation microbiote fécale dans la rectocolite hémorragique, une infection inflammatoire du côlon, où on a de nombreux essais cliniques avec un design à fort niveau de preuve, des essais contrôlés randomisés. Et là, on a 5 sur 6 essais, c'est-à-dire qui sont considérés comme positifs, c'est-à-dire qui valident l'hypothèse que la transplantation microbiote fécale est meilleure dans le traitement et dans la rémission clinique des patients avec une RCH en poussée que le placebo. Vous voyez, dès que vous avez une petite étoile, ça veut dire que c'est positif. Donc, vous en avez 5 sur 6 qui sont positifs. La place. Là, on ne t'entend pas très bien parce que je crois que tu mets ton micro peut-être trop près. Là, c'est mieux? Ouais, là, c'est mieux. Très bien. J'espère que c'est que depuis quelques instants. Oui. Très bien. Donc, dans la RCH, pourquoi pas des signaux positifs au stade d'essai clinique. Et dans la réponse à l'immunothérapie, là aussi, c'est encore au stade de l'évaluation, mais des signaux pour suggérer que peut-être la transplantation microbiote fécale pourrait transférer la réponse à certains traitements anticancéreux, notamment l'immunothérapie. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on pourra dans la discussion si vous souhaitez. Mais donc, un certain nombre de perspectives qui suggèrent que dans plusieurs indications, on pourrait combiner la TMF avec des thérapies conventionnelles, sachant qu'on est dans tout ce contexte-là encore au stade d'essai clinique. Dernière chose que je voulais soulever dans les quelques instants qui nous restent encore, c'est que on peut se dire, bon, la transplantation microbiote fécale, c'est bien, mais on a l'impression qu'on est au début d'une histoire où c'est un traitement grossier et que peut-être que l'avenir, ça va être dans un design plus spécifique de consortium bactérien, etc. Et donc, effectivement, il y a plusieurs produits qui sont testés dans ce contexte-là, et notamment deux mélanges issus de selles de donneurs, un mélange qui s'appelle CER109 et un autre mélange qui s'appelle RBX 2660, peu importe, mais qui ont pour but d'essayer de faire de la TMF industrielle, avec comme argument de dire que, notamment pour CER109, on va prendre les selles d'un donneur sain, mais on ne va pas faire la TMF, on va les pré-traiter par alcool. Donc, on va isoler essentiellement des spores bactériens bénéfiques et on va administrer cette préparation à des sujets avec une infection assez difficile et récidivante, avec une efficacité qui est là, même si les amplitudes d'effet par rapport au placebo sont moindres que dans la TMF conventionnelle. Et pour le deuxième produit, on a également ce même rationnel. Alors, dans un cas, c'est des gélules, dans un cas, c'est de lavement. Mais là, c'est carrément un produit issu de selles de donneurs sains, point, qui est administré et labellisé sous un terme de médicament. Il n'y a pas forcément de pré-traitement, en tout cas pas communiqué dans
par l'industriel. Et vous voyez que ce deuxième traitement-là, qui ressemble à la TMF, qui est de la TMF, même si le process est industriel, a été validé par la FDA, donc l'agence du médicament américaine, comme un traitement qui va pouvoir être développé et vendu comme tel. Donc, on pourrait se dire, ça c'est l'avenir, parce que finalement, c'est un consortiat de bactéries qui est plus contrôlé. La réponse est, et c'est possiblement l'avenir, ça c'est une idée, mais en tout cas, on ne peut pas dire que ça soit un consortiat de bactéries qui soit contrôlé. Pourquoi? Parce qu'on travaille toujours sur des selles de donneurs sains, avec les mêmes problématiques. La problématique dont je vous ai parlé de variabilité de composition au cours du temps, la problématique de l'impossibilité à caractériser pleinement le produit dont on dispose, et la problématique des risques infectieux et non infectieux inhérents à ce type de traitement. Donc, potentiellement l'avenir, mais en tout cas, ça ne résout pas du tout les problèmes structurels de la TMF. Donc, en conclusion, j'espère vous avoir convaincu que l'infection acide difficile aujourd'hui, c'est un enjeu de santé publique, que sa forme récidivante, c'est une maladie de l'écosystème intestinal en premier. Cette forme récidivante a pour traitement plus efficace la transplantation de microbiote fécal avec une efficacité de près de 9 fois sur 10, 90%. Il y a quand même peu de traitements en médecine qui ont ce taux d'efficacité. C'est un traitement qui est bien toléré, mais qui nécessite un circuit de préparation, d'administration et de suivi spécialisé et spécifique. Aujourd'hui, la TMF, c'est la seule indication recommandée, l'infection assez difficile et récidivante, c'est la seule indication recommandée de la transplantation de microbiote fécal, avec potentiellement de nouvelles indications à venir, mais qui sont encore au stade d'essai clinique. Je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour les questions que vous pouvez vous poser. Merci beaucoup. Nicolas. On ne t'entend pas, Nathalie, si tu voulais prendre... Merci beaucoup, Nicolas. Je voulais juste prendre la parole. Je vois que Mina a mis en ligne le questionnaire. Donc, merci, Nicolas, pour cette présentation. Et donc, avant d'entamer la discussion, on va demander aux participants de remplir rapidement ce questionnaire afin d'avoir le retour sur l'ensemble des éléments qui concernaient cette session 3. Donc, on va laisser, je pense, une minute pour permettre. Répondez, les questions arrivent. Voilà, et n'hésitez pas à poster vos questions sur l'item QR. Je crois qu'on va pouvoir passer aux questions. Philippe, je te laisse la main. Ou peut-être Karine? Oui, est-ce qu'on entend? Oui, on entend du bien. On t'entend très mal. Ah, vous m'entendez mal? C'est bon là. C'est bon? D'accord. Merci Nicolas, c'était vraiment très très clair. Alors on va peut-être commencer par une question. Alors je veux pas le nom en entier, mais donc des essais pour le syndrome de l'intestin irritable, le SIBO. Donc en fait, est-ce qu'il y a des essais de TNF? Alors, en France, donc à l'étranger, il y a une littérature qui commence à être assez abondante sur le sujet, avec des essais contrôlés randomisés qui, pour l'instant, ont des résultats qui sont très partagés. Certains essais suggèrent un effet favorable, certains autres essais suggèrent au contraire un effet délétère par rapport au placebo. Probablement que c'est lié à l'hétérogénéité d'une part des populations incluses, parce qu'on sait que donc là je suis un peu plus large, dans le syndrome de l'intestin irritable, c'est probablement des patients qui sont un peu différents en fonction des critères qu'on utilise et de l'inclusion. D'autre part, c'est une forte hétérogénéité sur le plan des modalités d'administration. Donc pour l'instant, on n'a pas de signaux scientifiques, cliniques, qui disent que ça marche bien ou ça ne marche pas. Donc, encore des essais en cours. En France, dans le syndrome de l'intestin irritable, on a un essai qui va débuter sous la direction de Jean-Marc Sabaté. On est encore au stade, il n'y a pas eu encore d'ouverture de centre et les inclusions ne sont pas ouvertes, mais l'essai a été autorisé par l'NSM et financé. Donc ça va arriver en France. Pour ce qui est du SIBO, il y a un petit essai qui a été publié par les Chinois avec une population qui est partiellement caractérisée
qui était sur un très faible effectif, pour lequel il y aurait peut-être un effet favorable, mais vraiment aucun niveau scientifique qui permette d'aller plus loin. Donc, encore une fois, même pour le SIBO spécifiquement, on est loin de pouvoir le justifier dans une pratique, même en compassionnel, c'est-à-dire dans le soin, mais en dehors d'un essai. Ok, bon, peut-être on peut grouper, après je te passerai peut-être la parole, Nathalie. Je groupe les deux questions suivantes qui sont en fait un peu liées. C'est à propos des donneurs. Donc, en fait, Nathalie Rollion, qui te dit que c'était super, te demande en fait les avantages et les inconvénients de l'utilisation des selles d'un seul donneur versus un mélange. Et dans l'autre question, en fait, du coup, qui est liée, c'est un peu lié. Donc, c'est Roland Lawson qui demande s'il faut privilégier la TMF avec un pool justement de fesses provenant de différents individus ou d'un seul individu. Donc, je pense qu'on peut, donc avec cette notion d'écosystème, donc je pense on peut grouper les deux questions. Oui, merci beaucoup. Alors, c'est une question qui n'est pas simple, pour laquelle on n'a aucune réponse catégorique, je pense. L'intérêt de prendre un seul donneur, c'est que on a effectivement un écosystème qui devrait être plus cohérent, et on diminue le risque de transmission d'agents infectieux. Plus on pool les dons, plus on dilue les différents, enfin, plus on multiplie le risque d'avoir un donneur qui est porteur d'un pathogène potentiel. Qui plus est, en multipliant les donneurs, on peut aussi diluer, les échantillons et le risque de passer, on augmente le risque de passer à côté de la détection de tel ou tel pathogène. C'est le premier point. L'effet bénéfique potentiel attendu de multiplier les donneurs, présenté souvent comme tel par les industriels qui utilisent cette méthode, c'est de se dire on va pouvoir uniformiser un peu mieux en termes de diversité, en termes de variété de notre transplant en poulant les donneurs. Et donc, on va potentiellement ne pas avoir un effet trop donneur spécifique qui pourrait être qui pourrait être délétère ou non efficace. Je m'explique. En gros, on sait que dans certains nombres de pathologies hors CEDIF, notamment par exemple dans le RCH ou potentiellement dans le syndrome d'intestin irritable, on a des données qui suggèrent qu'il y a des super donneurs qui soient très efficaces et des donneurs pour lesquels l'efficacité est modérée. En poulant les dons, on augmente peut-être le chance de transmettre un bon donneur, quand bien même on le diluerait un petit peu. Et alors, attendez, sur la deuxième partie de la question, je ne sais pas si j'ai été... Non, mais je pense que tu as répondu, puisque l'enjeu, c'était de savoir... il y a encore des interrogations sur soit la combinaison, soit seule. Je pense que tu as répondu aux deux, en fait. Peut-être Nathalie, tu veux reprendre le... Je pense qu'il y a une question qui se met dans la droite ligne de celles qui viennent d'être posées, puisqu'elle concerne toujours les donneurs, et cette question qui est un petit peu récurrente, quels sont les éléments en faveur ou en défaveur d'étudier la TMF avec des donneurs sains familiaux, et par exemple vis-à-vis de la tolérance ou de la compatibilité avec le microbiote du receveur. C'est vrai qu'initialement, on parlait souvent de donneurs au sein de la famille. Qu'en est-il actuellement? Alors, le premier élément de réponse, c'est un élément de réponse pragmatique. C'est difficile d'avoir des dons. C'est difficile d'avoir des donneurs qui passent le process de sélection sans être refusés sur la base de tel ou tel paramètre biologique ou clinique. Et donc, si on restreint la recherche uniquement à l'environnement immédiat du patient, ça va être assez compliqué d'avoir quelqu'un de compatible. D'autre part, il y a un élément de temps qui est important, c'est-à-dire que le screening, c'est-à-dire le dépistage, faire un certain nombre de dons, faire la préparation, mettre en quarantaine ces dons en attendant la fin de la période de dons avec un deuxième screening, tout ça, ça prend du temps. Et donc, entre le moment où on identifie le besoin et le moment où on doit donner la TMF, si on doit attendre 50 jours que notre parent passe ce screening-là, ça a potentiellement des effets délétères.
et ce n'est pas ce qu'on souhaite. Donc, il y a un élément pratique qui fait qu'aujourd'hui, ça a été abandonné. L'autre élément qui est peut-être plus théorique, c'est de se dire aussi que si on sait, hein, notamment il y a une très belle étude cette année qui a été publiée dans Nature qui s'intéresse à notre capacité à partager les souches bactériennes qu'on a dans notre microbiote avec les éléments les personnes de notre environnement. Et on voit que ce partage est important. Et donc si on se dit qu'on partage potentiellement des éléments pathogènes, en tout cas on arrive dans une situation où notre microbiote n'est plus en capacité de se défendre, peut-être aussi qu'on partage ces éléments-là avec notre environnement et que c'est peut-être pas le meilleur écosystème qu'on souhaite récupérer. Merci Nicolas pour ces éléments de réponse. Je pense que est-ce que tu pourrais compléter un tout petit peu, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde soit bien au fait des modalités de sélection des donneurs. Tu nous as dit en effet la difficulté qu'il y avait à trouver des donneurs qui soient donc validés. Est-ce que tu peux nous préciser, parce que là tu viens de parler de notion de 50 jours, je pense que c'est peut-être pas très clair pour tout le monde. Donc, la première étape, c'est l'auto-question. Un auto-questionnaire, alors par exemple, de la PHP, vous avez un auto-questionnaire en ligne sur la base des questionnaires du sang, hein, essentiellement des questions de cet ordre-là. Est-ce que vous voyagez? Est-ce que vous avez pris des antibiotiques récemment? Est-ce que vous avez des problèmes de santé? Est-ce que vous... Si ce auto-questionnaire valide de passer à l'étape, donc quand vous avez répondu à non toutes questions et à oui si vous êtes en bonne santé, vous allez ensuite après avoir une consultation médicale avec un examen clinique, avec de nouveau on précise certains éléments médicaux, si éventuellement sur l'auto-questionnaire il y avait quelques questions qui pouvaient être que ça devait. Et ensuite après on fait une prise de sang, un échantillon de sel avec un screening exhaustif. On fait également aussi une PC nasopharyngée pour la recherche de SARS-CoV-2. Et ensuite après on attend ces résultats. Dans l'intervalle, vous pouvez commencer à donner. Il faut au moins un don par semaine. Et en fonction des centres, la période totale de don, c'est-à-dire le moment entre on fait de nouveau une évaluation clinique, de nouveau une prise de sang, de nouveau des échantillons de sel, elle est variable. En général, c'est 4 semaines pour essayer d'être suffisamment large pour avoir plusieurs dons. Pas trop large pour ne pas risquer que la gastrie qu'on a par ses enfants, etc., puisse venir perturber le processus de don et faire qu'on... Donc en général, c'est sur 4 semaines. Et les donneurs, ils viennent, ils s'engagent, en tout cas moi dans le centre Lyon, et puis c'est ce qu'on demande aussi beaucoup, enfin c'est ce qu'on demandait aussi à l'AP, c'est au moins 1 semaine pour faire notamment des recherches spécifiques de SARS-CoV-2 dans le tel. On n'entend pas très très bien, Nicolas. C'est très haché ton son, je ne sais pas pourquoi. Première consultation médicale, au moins 1 par semaine en général. On ne t'entend pas très bien. Et là, en tout cas, voilà, il y a questionnaire, examen de sang, examen de sel, une période de don. On refait 1 mois après. Si tout est bon, on produit ce qui a été donné dans la période d'1 mois et le donneur s'engage, si c'était bon, à redonner ensuite, mais il est contrôlé régulièrement. Parce que bien sûr, on est lié à l'environnement. On a encore d'autres... Oui, mais je pense qu'on reste sur les donneurs. Je pense qu'on peut porter la question autour d'autres, enfin l'histoire de l'âge, est-ce que c'est important dans les critères? Et l'alimentation, le régime alimentaire, donc c'est une question, est-ce qu'il y a eu des études justement sur le bénéfice et potentiellement l'effet sur la réussite de la TMF? Nicolas? Oui, très bonne question. Je me suis pas mis la caméra pour essayer d'avoir une meilleure bande passante. Je pense que vous m'entendez? Non, c'est pareil. Non, c'est très mauvais. Pareil, je pense que c'est vraiment ton micro. Il ne faudrait pas le bouger ou le poser. Et là, vous m'attendez mieux ou pas? Peut-être. Peut-être mieux. Oui. Bon, très bien. Donc, oui, l'influence de l'alimentation et des consignes. Pour ce qui est de l'alimentation, pour l'instant, les consignes qu'on donne dans les centres de TMF, c'est des consignes de sécurité surtout, pour essayer de diminuer le risque de s'exposer à des pathogènes. Donc, éviter les charcuteries, les fromages crus, etc. Ensuite, après, pour ce qui est de l'efficacité, alors dans le contexte de l'infection assez difficile, on sait que c'est tellement fort comme effet que
peu importe ce qui se passe, qu'on mange ou pas, que le donneur est mangé ou pas, il n'y a pas de bon donneur. Tout le monde est un super donneur dans l'infection. Dans les autres infections, essentiellement, il y a un effet. Alors, il y a des essais qui ont essayé d'évaluer, notamment par exemple dans la RCH, si faire prendre au donneur une alimentation anti-inflammatoire, c'était plus efficace. Les petits essais qui sont pour l'instant sortis ne sont pas très probants, mais c'est clairement une piste d'action, notamment chez le receveur aussi, pour optimiser l'implantation du microbiote qu'on va transférer par la transplantation microbiote fécale. Donc aujourd'hui, c'est un facteur sur lequel on a envie de jouer, mais on ne sait pas encore exactement dans quelle direction. Est-ce que c'est que chez le donneur, est-ce que c'est chez le receveur, est-ce que c'est chez les deux? Ça, c'est encore en cours de... Combien de temps la durée de conservation d'un don au congélateur maximum? Alors, quand il est moins 80, mais ça, Nathalie pourra en dire, on a des très très bonnes données jusqu'à 18 mois et on étend jusqu'à 24 mois. Donc 2 ans maximum. La FDA a approuvé, enfin autorisé Rebiotics, tu nous as dit. Est-ce que l'Agence européenne du médicament l'a fait? Non. Et normalement, ce que on m'a dit, il va falloir que Rebiotics fasse sa démonstration sur les cohortes européennes. Donc, il faut qu'il monte un essai en Europe. Et pour l'instant, sur Clinical Trial, il n'y a toujours rien d'enregistré pour Rebiotics en Europe. Donc, et pour qu'en l'instant, est-il pour CER-109? CER-109, c'est pareil. Il y a pas de, pour l'instant, il n'y a même pas d'ailleurs d'autorisation de la FDA. Est-ce que tu nous as dit que les consortia de bactéries, là, c'était moins stable qu'un microbiote, enfin moins stable. C'est la même variabilité. Si on a un consortium de bactéries, CER-109 par exemple, c'est toujours les mêmes, non? Eh bien non, parce qu'en fait, c'est pas le vent comme un consortium de bactéries. Alors, je dis il, c'est ça. On peut le comprendre comme un consortium de bactéries, mais en réalité, c'est issu de sels. Donc, on prend des sels, 3 à 4 donneurs, et on les mélange et on les traite par éthanol. Et ensuite, on prend ce mélange-là, qu'on filtre, et on garde les spores. Mais ce n'est pas des bactéries qu'on a mis dans une boîte de pétri, même si on les a isolées de sel, qu'ensuite après on a amplifié et ensuite on met toujours dans nos gélules. C'est cette préparation fécale spécifiquement traitée qui est ensuite administrée. Donc, à partir du moment où on a des dons qui vont s'étaler dans le temps, avec des donneurs potentiellement différents, parce qu'un donneur, il peut être valide un jour, puis il a un traitement antibiotique parce qu'il a une bronchite, donc il sort du profil de don, etc. Donc, on va avoir cette variabilité qui est inhérente à la matière fécale elle-même. Il y a aussi des consortiums de bactéries au sens propre qui sont vraiment des souches qui sont isolées en culture et qui sont mis ensuite après dans des cellules. Et ça, c'est autre chose. Mais là, ce que je vous ai présenté, qu'on entend parfois par consortium de bactéries, il y a vraiment une confusion parfois, même au niveau réglementaire, sur ces deux produits. Eux, c'est des produits issus des selles. Merci pour la précision. Il y a une question, je pense que je la comprends d'un point de vue clinique. Sur finalement le temps d'immobilisation, j'imagine, quand on a reçu peut-être une TMF, je comprends comme ça la question, quand on a notamment quand on habite, voilà, c'est ça. La surveillance, c'est 4 heures après l'administration. Donc, il faut compter en ambulatoire. Voilà, vous comptiez, les gens arrivent à 8 h le matin et repartent à 16 h le soir, le temps qu'on administre, qu'on vérifie que tout aille bien, qu'on administre le traitement et qu'on surveille. Voilà, à peu près. Voilà. Et je pense que la question, c'est même si on a une longue route derrière pour rentrer chez soi. C'est ça, quelque chose. Oui. Il y a deux possibilités. Soit on le fait à côté de chez soi, dans le service hospitalier à qui on a les transplants ont été transmis, parce qu'on peut envoyer aussi les transplants. Les banques de sel, on a cette capacité-là. Soit vous venez sur le site. Alors, si vous êtes très loin et que ça sera peut-être difficile d'aller à 8 h du matin à 400 km, il faut prévoir la veille, mais ce n'est pas obligé que vous soyez hospitalisé de manière systématique, en tout cas. Et Nicolas, juste pour compléter, quand même, sur le site du GFTF, il est bien identifié qu'il y a des centres de TMF qui couvrent à peu près l'ensemble du territoire. Donc, ce qui va quand même permettre de limiter la distance entre le lieu du domicile et les possibilités de centres d'administration. Oui, tout à fait. Tu nous as dit que les acides biliaires secondaires pouvaient bloquer la désporulation finalement des spores dans le tube digestif. Est-ce qu'on ne pourrait pas donner directement ce métabolite des acides biliaires secondaires
plutôt que faire tout ça pour prévenir la récidive. C'est difficile. Alors, je n'ai pas en tête d'essai, mais pourquoi pas utiliser des prébiotiques ou ce qu'on appelle des postbiotiques, donc des produits issus du microbiote. Pourquoi pas? Alors, je pense qu'il y aura des problèmes d'absorption par la voie orale, mais on peut imaginer une délivrance locale par lavement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que c'est d'ailleurs une partie de ça qui marche dans la TMF? Ça, c'est possible, hein. Pour aller dans ce sens, il y avait une étude, mais qui n'a pas été confirmée par d'autres centres, qui était assez perturbante, puisque c'était des auteurs qui avaient fait de la TMF, mais sans bactéries. Ils avaient filtré les produits de transplant, de telle sorte qu'on était avec des tailles de filtration qui empêchaient les bactéries de passer, enfin les bactéries complètes de passer, et ils avaient montré une efficacité aussi de ce produit ultrafiltré, sous-entendant que soit c'est des produits bactériens de paroi, enfin inertes, soit c'est des produits dans le soluté de transplant, soit c'est des phages. Ils avaient plutôt évoqué cette activité de phage qui pourrait être efficace. Mais aujourd'hui, on ne connaît pas bien les détails de comment ça marche, mais on sait que ça marche très bien. Ok. Il y a encore 2 questions. Il y a encore une question, mais qui est vraiment, je pense, plus dans le domaine de perspective à plus long terme. Pourrait-on envisager à long terme des TMF de patients répondeurs à un traitement lourd vers des patients non répondeurs? Et il est évoqué des contextes de chimiothérapie ou de biothérapie avec des anti-TNF-alpha. Oui, on peut tout à fait envisager ça. Ça a même été fait dans le cadre de l'essai que j'ai très brièvement survolé. Alors, c'était des essais qui n'étaient pas contrôlés, c'était des essais en ouvert, on n'a pas du tout de bras comparatifs, où des patients non répondeurs à l'immunothérapie se voyaient administrer des selles de patients ayant répondu à l'immunothérapie. Et dans ces 2 cohortes, enfin dans ces 2 essais de faibles effectifs, on récupérait en 30 et 40% des cas chez les patients qui n'étaient pas répondeurs une réponse. Donc, ça a soulevé un certain nombre d'enthousiasme et des essais. Alors, après, encore une fois, il y a vraiment un élément pratique et pragmatique qui fait qu'aujourd'hui, même les centres qui sont au Canada, qui développent beaucoup cette thématique de recherche, d'un point de vue pratique, aller récupérer les selles d'un donneur, d'un patient, par exemple, qui a un cancer, qui a répondu à l'immunothérapie, ça va être très compliqué. Si on veut lui faire passer tous les processus de sélection et de non-exclusion du don. C'est quand même des patients souvent qui sont fragiles, qui vont être exposés à des antibiotiques, qui vont avoir peut-être des colonisations à des bactéries, etc. Donc, d'un point de vue pratique, monter un essai de grande ampleur ou envisager un traitement qui rentre dans le soin courant, d'un point de vue pratique, c'est quasi impossible. C'est quasi impossible, il faut des moyens énormes et il y a tellement de difficultés à recruter les donneurs que ça paraît peu envisageable. Voilà. Après, développer des produits de type transplantation fécale pour optimiser, comme je vous le disais, ça, c'est différents traitements. C'est sûr que c'est aujourd'hui le champ d'investigation qu'il faut parcourir. Il faut explorer. Bon, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de l'ensemble des questions. Il y a une dernière question, mais tu y as déjà un petit peu répondu. Utilisez-vous des hôtels hospitaliers? Tu nous as parlé de l'administration en HDJ, donc je pense que la question est déjà répondue. Donc, on va pouvoir clore cette session. Nicolas, on te remercie énormément pour cette présentation qui était extrêmement claire et qui a fait un point très, très précis sur la thématique. Et puis, on va donner rendez-vous à l'ensemble des participants pour la prochaine conférence, donc qui sera donnée par Karine Clément sur la relation alimentation et microbiote. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi à tous. Et encore merci, Nicolas. Au revoir. Au revoir, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. L'organisation. Et merci.